Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un week-end entier de webconférences dédiées aux maladies rares. Bienvenue pour cette webconférence sur les cardiopathies congénitales avec le docteur Audrey Desgranges, le docteur Damien Bonnet et Gaël Marguin. Pour poser vos questions, vous pouvez les poser directement dans l'outil questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran ou levez la main et nous activerons votre micro et votre caméra et vous pourrez poster votre question en live. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Bonjour, je suis Damien Bonnet, je suis cardiologue pour enfants à l'hôpital Necker Enfants Malades et je coordonne le centre de référence maladies rares pour les malformations cardiaques congénitales complexes. Et donc on utilise différents termes pour désigner les malformations du cœur, les cardiopathies congénitales ou les malformations cardiaques. Donc, ces malformations sont des maladies qui sont fréquentes globalement, puisque un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque. Mais parmi ces malformations, il y en a certaines qui ont une complexité plus grande et qui représentent environ 30% de ces malformations du cœur qu'on observe chez les nouveau-nés. Et c'est ce sujet-là dont nous allons débattre aujourd'hui, entre autres, et puis répondre à vos questions. Donc, les malformations cardiaques sont diagnostiquées en France de façon très fréquente avant la naissance. Ceci grâce au système de dépistage qui est organisé dans les grossesses normales. Et si elles ne sont pas diagnostiquées avant la naissance, elles le sont essentiellement chez des nouveau-nés ou des très jeunes nourrissons sur des signes, et je vais citer les deux plus importants, les deux plus connus de la population, que sont le souffle au cœur ou la coloration bleutée de la peau et des lèvres qu'on appelle la cyanose. Et donc, ce sont ces deux signes qui vont conduire au diagnostic d'une malformation cardiaque. Aujourd'hui, les malformations cardiaques sont soignées essentiellement par des techniques d'intervention, que ce soit de la chirurgie ou des techniques qui utilisent comme voie d'abord, voie d'accès au cœur, les veines et les artères. Et le succès est au rendez-vous depuis à peu près 60 à 70 ans qu'on opère les malformations cardiaques, y compris les malformations complexes, puisque la très grande majorité des patients, y compris ceux qui ont des cardiopathies les plus graves, va atteindre l'âge adulte en étant en très bonne forme pour la plupart d'entre eux. Alors, bien sûr, il y a quelques exceptions à ça, et c'est dans le domaine de ces exceptions, à la fois pour faire le diagnostic, mais aussi pour les prendre en charge, qu'on a besoin d'une recherche, on va dire, innovante et qui commence dès le début du développement du cœur pour comprendre comment celui-ci se forme et comment les rater au cours du développement, entre guillemets, j'utilise le terme raté, ou en tout cas comment certaines variations au cours du développement vont aboutir à ces malformations. Et en les comprenant mieux, on les diagnostiquera plus facilement, plus efficacement, et on les soignera très certainement mieux. Et c'est pour ça que je laisse la parole à Audrey qui est à mes côtés et qui travaille à Imagine. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Audrey Desgranges, je suis chercheuse postdoctorante à l'Institut Imagine dans l'équipe morphogénèse du cœur, dirigée par Sigolène Leillac. Et effectivement, notre rôle et notre projet dans le laboratoire, c'est de comprendre effectivement comment le cœur se forme. C'est le terme de morphogénèse, c'est l'acquisition de la forme. Et comme le soulignait Damien, l'acquisition de la forme, c'est directement lié à la fonction du cœur, qui est ce système de double pompe qui permet de séparer le sang oxygéné du sang carboné. Et finalement, notre idée de recherche, c'est d'essayer de comprendre comment des malformations, donc des défauts d'acquisition de la forme, peuvent être associés à des malformations plus tard, donc des cardiopathies congénitales. On estime aussi qu'à peu près 20% de malformations d'une des étapes de l'acquisition de la forme du cœur, qu'on appelle la courbure, pourrait être associée à des cardiopathies congénitales. Et nous, c'est vraiment l'idée de comprendre finalement quels sont les mécanismes moléculaires qui pourraient être en jeu dans l'acquisition de la forme du cœur, notamment lors de cette étape de la courbure, ou looping aussi en anglais, qui est une étape très précise qui permet vraiment de positionner les futures chambres cardiaques
Et donc, on essaie vraiment de comprendre quels sont les enjeux ici pour, encore une fois, lorsque le cœur se forme, donc, au moment de la vie embryonnaire. C'est pour ça qu'on détecte d'ailleurs les malformations cardiaques très tôt, puisque le cœur, c'est le premier organe à se former lors de la vie embryonnaire. Et donc, c'est des mécanismes qui sont mis en jeu très précocement, alors même que finalement, parfois, la femme ne sait pas qu'elle est enceinte, puisque ce processus de courbure, il a lieu à peu près à 20 jours de grossesse. Donc, finalement, c'est des mécanismes qui sont très importants et très, très clés pour le développement général de l'embryon, mais également la fonction du cœur plus tardivement. Donc, c'est vraiment les enjeux auxquels on essaie de répondre dans le laboratoire de morphogénèse du cœur, avec de la recherche plutôt fondamentale, puisque nous, on a vraiment à cœur de comprendre quels sont les mécanismes fins de voies de signalisation, de mécanismes biologiques ou physiques peuvent être liés et importants pour acquérir cette forme très précise qui va donner une fonction de cœur parfaitement viable à la naissance. Je ne sais pas si Gaëlle, tu veux rebondir du coup. Moi, je suis Gaëlle Marguin, je suis la cofondatrice de l'association Petit Cœur de Beurre qui soutient les patients atteints de cardiopathie congénitale. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans ces sujets, Audrey a parlé de recherche fondamentale et je me demande si aujourd'hui les patients déjà comprennent bien les différents types de recherches qui peuvent être menées. On se parle souvent de recherche clinique, de recherche fondamentale. Peut-être que ce serait bien que vous puissiez éclaircir ce que c'est la recherche fondamentale. Peut-être d'un point de vue fondamental, nous, notre premier but, ce n'est pas nécessairement de produire des traitements, mais de comprendre comment un mécanisme a lieu de manière normale. Et comprendre comment, par exemple, dans le cadre du cœur, comment le cœur se forme de manière normale, c'est finalement aussi donner des pistes dans le cas où il y a des malformations, donc quand ces mécanismes sont dérégulés, pour comprendre mieux les pathologies qui peuvent être associées à ces dysfonctionnements. Donc ça, c'est vraiment la recherche, on va dire, fondamentale. C'est comprendre un mécanisme, pas forcément lié à une pathologie directement, mais du coup, ça va nous donner des informations dans le cadre de dérèglement pour mieux comprendre une pathologie par rebond, finalement. Donc, voilà, que la recherche clinique, peut-être que Damien peut expliquer davantage. C'est toujours difficile de séparer les deux choses, parce qu'on a l'impression qu'il y a une recherche qui est dissociée on va dire, du soin, alors qu'en fait, ce n'est probablement pas exact. Et dans le domaine des malformations cardiaques, je pense que c'est un tout, c'est-à-dire qu'il y a une recherche qui est absolument nécessaire pour comprendre comment vont se faire les malformations. Et comme je le disais tout à l'heure, comprendre comment elles se forment, ça veut dire être capable de les regarder, par exemple avec une vision développementale. Et en les regardant comme ça, on va mieux comprendre, en particulier dans les formes complexes, comment elles se réparent, par exemple, ou comment on les diagnostique. Donc, il y a dans ce que dit Audrey, c'est-à-dire comprendre comment se forme le cœur, va avoir une conséquence pratique, même si elle peut paraître lointaine. Mais elle l'a authentiquement pour ceux qui vont faire cet exercice. Ensuite, comprendre les mécanismes moléculaires, ça peut paraître aussi lointain de savoir que de nombreux gènes, nombreux facteurs de transcription, et on utilise des termes un peu difficiles exprès, vont aboutir à former telle ou telle partie. Mais par contre, ça va nous éclairer pour les rares formes familiales, par exemple, sur les mécanismes qui concourent justement à ça, et éventuellement pour donner des conseils sur le risque de récurrence, qui est une question importante donnée aux familles. Si on envisage les mécanismes qu'on appelle épigénétiques qui vont donner des malformations cardiaques, ça nous renseigne aussi sur les risques qui peuvent exister dans la population. Et on les connaît, il y a des risques sur lesquels on ne peut pas grand-chose, comme par exemple l'âge des parents. Il y a des risques exogènes comme l'alcoolisme, le tabac ou le surpoids ou la carence en folate, par exemple. Et donc, on pourrait imaginer, et ceci est fait, il y a certains pays où c'est recommandé, par exemple, de faire de la prévention des malformations cardiaques congénitales en donnant certaines supplémentations, et ça passe par la connaissance des mécanismes épigénétiques de ces malformations. On pourrait aussi dire la même chose, par exemple, pour les grossesses, pour les cardiopathies dans les grossesses gémellaires. Donc, il y a un lien très étroit
entre la pratique clinique qui se fait ici sur l'hôpital et puis la recherche fondamentale qui essaye de comprendre les mécanismes, les causes moléculaires, de faire du conseil génétique, de rassembler les différents médecins et chercheurs sur une thématique qu'on n'a pas abordée, qui est celle des malformations cardiaques associées à d'autres anomalies du développement. Et qui fait que, eh bien, on est ici dans un endroit où je pense que les choses peuvent se décrire et créer du progrès. Et je crois qu'il y a une information qui est aussi intéressante, c'est que la recherche aujourd'hui, moi qui porte aujourd'hui la voix du patient, et donc sans point de vue médical, on voit souvent, quand on illustre la recherche médicale, quelqu'un derrière un microscope. D'ailleurs, je crois que j'ai vu une photo d'Audrey avec un microscope, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'on… Alors que finalement, c'est beaucoup de data, beaucoup de chiffres qui nous permettent de mieux comprendre justement les malformations cardiaques. Oui, c'est vrai. Alors, il y a effectivement une grande part de la recherche qui se fait à la paillasse, donc au microscope ou avec les pipettes, comme on peut effectivement visualiser un système de recherche. Mais il y a aussi beaucoup d'analyses de données, donc de data. Ça peut être des analyses d'images, mais aussi de la collecte d'informations génétiques, de transcription de gènes, etc., qui, elles, sont clés aussi pour comprendre davantage les interactions, les régulations et les mécanismes, une nouvelle fois, moléculaires, génétiques, qui sont en jeu dans des malformations ou dans le mécanisme normal de formation du cœur ou des cardiopathies congénitales. Donc, effectivement, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on travaille de plus en plus aussi avec des bioinformaticiens qui ont cette vraie spécialité qui vont nous permettre de mieux analyser ces données. C'est aussi beaucoup de ressources qu'il faut stocker, analyser. Donc, c'est des outils formidables, mais c'est aussi tout un enjeu derrière qu'il faut appréhender. Et à Imagine, c'est aussi un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup. J'abonde tout à fait dans cette direction en disant que le centre de référence que je coordonne, c'est malformation cardiaque congénitale complexe, et tout le problème, c'est la complexité. Et donc, la complexité, il y a différents angles pour la voir, mais la complexité, c'est aussi la somme des informations. Et effectivement, pour pouvoir appréhender la complexité et on va dire la rendre plus simple et la rendre communicable, il faut que ces informations soient stockées d'abord, et puis ensuite qu'elles puissent être extraites de façon intelligente, avec des bonnes questions par des chercheurs, et l'ensemble des bases de données, des ressources qui sont présentes ici nous permettent de répondre à un certain nombre de questions justement en utilisant cette masse considérable d'informations. Et du coup, peut-être c'est important de préciser que c'est aussi le rôle des soignants, mais aussi des patients de s'engager vers ce chemin-là. Peut-être que c'est aussi via des associations comme la vôtre que ça peut fonctionner davantage. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, chez Petit Cœur de Beurre, on soutient évidemment les patients dans tout leur parcours de soins, pas du tout sur l'aspect médical, mais plus sur la prise en charge autre et la notion de père aidance en échangeant avec des personnes qui ont le même type de vécu. On soutient les structures hospitalières en travaillant sur des programmes, en finançant du matériel visant à améliorer le confort à l'hôpital ou autre. Et on soutient la recherche médicale. Alors, soutenir la recherche médicale pour une association, évidemment, ça peut être financer, donner de l'argent, soutenir des programmes de recherche, mais c'est aussi informer, vulgariser et dire au patient que lui aussi peut agir en soutenant la recherche, pas forcément en sortant son porte-monnaie, ce que je dis souvent, mais en participant à des programmes de recherche. Donc, quand on a un soignant, un médecin ou une infirmière ou autre qui commence à nous parler d'un programme de recherche, il faut s'y intéresser. Et on parlait tout à l'heure de la notion d'essai thérapeutique et qui est un vrai enjeu aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est qu'un essai thérapeutique. Damien, est-ce que peut-être… Alors, pour peut-être terminer avec ça, on va avec les essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques, c'est tester un traitement innovant, soit tout seul ou en le comparant à un traitement qui est déjà utilisé depuis longtemps, dans un contexte très sécurisé et très réglementé, en particulier chez l'enfant, pour savoir si ce traitement innovant peut venir
comme complément ou en remplacement du traitement ancien. Et donc, c'est comme ça qu'on a progressé. Dans le domaine des malformations, c'est plutôt le traitement des symptômes qui fait l'objet d'essais thérapeutiques, comme le traitement de l'hypertension pulmonaire ou de l'insuffisance cardiaque. Mais dans le domaine du cœur, on est aujourd'hui extrêmement proche, pas dans le domaine des malformations, mais dans le domaine des maladies du muscle cardiaque, des premiers essais de thérapie génique, et on espère pouvoir les commencer ici sur le site avec Karine Mouabi et Albert Ingège, qui s'occupent avec nous des cardiomyopathies à la fois de l'adulte et de l'enfant, de commencer des essais thérapeutiques dans certaines formes de maladies du muscle cardiaque. Et donc, ça, c'est très prochain. Dans le domaine des malformations, c'est probablement quelque chose d'un peu plus difficile à envisager, mais il reste qu'il est possible qu'un jour, en comprenant les mécanismes, on puisse venir utiliser des modifications, de la modulation de l'expression de certains gènes pour rectifier le développement du cœur si on est capable de faire le diagnostic. Alors, merci. On a quelques questions. La première, combien de crises cardiaques ou AVC en France sont dues à une cardiopathie congénitale non diagnostiquée cliniquement, mais diagnosticable par test génétique? Je vais essayer de répondre à la question parce qu'elle est difficile parce que la crise cardiaque, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire infarctus du myocarde, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel dans le domaine des malformations. Ça arrive, mais c'est plutôt le fait d'adolescents. Et les accidents vasculaires cérébraux, ça arrive aussi, mais chez des personnes qui sont des personnes âgées, qui éventuellement ont des cardiopathies qui s'appellent les communications interauriculaires, des trous à l'intérieur du cœur, et qui peuvent passer inaperçus pendant des décennies. C'est vraiment des situations très, très rares, et il y a très peu d'accidents aigus qui sont liés à des malformations méconnues. Aujourd'hui, on sait en France, dans des grandes études qu'on appelle en population, que 98% des malformations cardiaques ont été diagnostiquées avant l'âge de 4 ans. On avait une autre question. Y a-t-il des avancées scientifiques qui ont eu lieu grâce au modèle d'Imagine et la collaboration entre Imagine et Necker et les centres de référence qui n'auraient pas pu voir le jour ailleurs? Alors, oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'identifications de gènes de malformations cardiaques qui ont été faits ici en collaboration avec les équipes cliniques et les équipes de recherche en génétique, en particulier l'unité de recherche sur les malformations. Et donc, ces avancées ont permis, dans des formes isolées ou dans des formes familiales de malformations cardiaques, de connaître la cause génétique et éventuellement de proposer aux familles, si elles étaient demandeuses, un conseil génétique pour une grossesse ultérieure. Il y a aussi l'équipe de morphogénèse précoce du cœur qui est présente, qui est représentée par Audrey ici. C'est une collaboration qui est aussi très importante parce qu'elle nous permet de comprendre le développement de certaines malformations très compliquées, et en particulier des malformations qu'on appelle les hétérotaxies, c'est-à-dire des malformations dans lesquelles il y a une désorganisation de l'arrangement des différents segments du cœur. Et il est tout à fait exact que depuis plusieurs années que l'équipe de Sybelle Meillac et d'Audrey sur le site, on a une vision et une compréhension de ces malformations plus profonde. Et ceci se traduit très directement dans les méthodes de diagnostic et les méthodes de prise en charge médicale et chirurgicale de ces malformations. Je peux rajouter un mot.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Effectivement, je pense que c'est à travers aussi les discussions et les interactions qu'on peut avoir au quotidien dans la compréhension de nous, qu'on peut avoir de l'hétérotaxie, par exemple, mais de différents types de malformations congénitales dans un mode de pensée qui est plutôt tourné vers la compréhension du développement et la compréhension que peuvent en avoir les médecins. C'est souvent aussi une façon de communiquer qui n'est pas tout à fait la même, ou de comprendre les cardiopathies qui n'est pas forcément avec le même angle de point de vue. Et du coup, c'est tout l'enjeu, c'est aussi de parler le même langage, d'arriver à comprendre les éléments qui vont nous donner des pistes, à la fois d'un point de vue très clinique, mais d'un point de vue plus fondamentales à nouveau, mais qui vont nous permettre finalement de trouver un langage commun pour comprendre davantage ces pathologies qui sont très rares et effectivement donner plus d'éléments pour la prise en charge, la détection précoce, etc. Autre question, est-ce que toutes les malformations cardiaques sont génétiques? Et comment on peut le savoir? Enfin, comment savoir? Donc, je réponds à cette question. Donc, la réponse est oui et non. Mais je pense que beaucoup de mes collègues qui sont passés depuis ce matin et qui seront là ce week-end diront à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'orchestration du développement du cœur et bien sûr le fait je dirais, du fait qu'un grand nombre de gènes vont jouer en même temps une partition, pour reprendre une image classique, et que le fait de la jouer juste va aboutir à un cœur normal. Et donc, des variations, des fausses notes, des modifications de ton ou de tonalité ou de présence de ces gènes pendant la lecture de cette partition va conduire à des malformations cardiaques. Donc, il y a une différence entre le fait que les malformations cardiaques sont gouvernées par des variations de l'expression de certains gènes dans l'espace et dans le temps, et le fait qu'elles soient héréditaires. Et donc, le fait que les malformations cardiaques soient des maladies qui sont transmises d'un parent à un enfant ou qu'elles puissent récidiver dans une fratrie, ce sont des raretés. Elles sont très importantes à identifier puisque elles peuvent être clés pour nous permettre de comprendre certains mécanismes au travers de l'identification de certains gènes de développement, mais elles sont très rares. Et donc, il y a beaucoup d'arguments pour penser qu'il y a des bases génétiques, mais elles ne sont pas, les malformations cardiaques ne sont pas héritées selon les lois de l'hérédité qui sont communes à beaucoup de maladies génétiques. Et donc, dans la plupart des cas, pour les malformations isolées, le conseil génétique est très rassurant. Il faut être prudent puisque une malformation cardiaque sur 6 est associée à d'autres malformations ou à un syndrome. Et dans ces situations particulières, il est très important de faire le diagnostic du syndrome puisque celui-ci, qui comprend une malformation cardiaque en son sein, peut être hérité selon les lois de l'hérédité mendélienne. Et donc, c'est pour ça que la vie sur un CHU ou sur un campus où il y a plusieurs disciplines permet justement, par la collection des informations dont on parlait tout à l'heure, de diagnostiquer ces syndromes et éventuellement de préciser le conseil génétique quand les malformations cardiaques ne sont pas isolées. Une autre question, est-ce que les cardiopathies congénitales peuvent apparaître avec l'âge ou est-ce que c'est forcément dès la naissance? Je réponds aussi. Donc, congénitale, ça veut dire présent à la naissance. Donc, il n'y a pas de malformation cardiaque qui ne soit pas présente dès la naissance et même bien avant la naissance, puisque, comme le disait Audrey, le cœur est formé de façon très précoce. Donc, il y a des malformations cardiaques qui peuvent passer inaperçues parce qu'elles ne donnent pas de symptômes ou qu'elles en fait font le lit d'un vieillissement plus précoce de certaines structures du cœur. Donc elles peuvent rester totalement asymptomatiques mais se révéler à 50 ou 60 ans parce que l'anomalie morphologique qui ne posait aucun problème fonctionnel, comme par exemple certaines anomalies des valves, la valve aortique, qui normalement a 3 petites cupules, si elle n'en a que 2,
on appelle ça la bicuspidie, va vieillir plus vite qu'une valve aortique normale. Donc, c'est une malformation qui touche environ 1% des êtres humains. Elle est présente dès la naissance, mais elle ne fera parler d'elle dans la plupart des cas qu'au cours de la 5e ou 6e décennie, ce qui est un peu plus tôt que pour la valve aortique normale. Donc, c'est toujours présent à la naissance, mais ça s'exprime plus ou moins tôt, plus ou moins tard. En fait, il faut peut-être distinguer aussi les cardiopathies, parce que cardiopathie congénitale, par essence, congénitale, ça veut dire dès la naissance, donc formation du cœur durant la vie du fœtus, et les cardiopathies acquises, qui, elles, vont se développer chez une personne qui ne naît pas avec une malformation cardiaque. Oui, tout à fait. Donc là c'est une remarque très importante, c'est qu'il y a des malformations du cœur qui, elles, sont toujours présentes à la naissance, mais plus ou moins diagnostiquées. Et puis, il y a des maladies cardiaques de l'enfant qui, éventuellement, vont persister à l'âge adulte. Et donc, il y a des maladies cardiaques de l'enfant qui ressemblent à celles de l'adulte, et d'autres qui sont spécifiquement pédiatriques, ou en tout cas beaucoup plus présentes chez les enfants, qui représentent effectivement un autre groupe d'anomalies qu'on peut cette fois-ci probablement prévenir et parfois diagnostiquer un peu plus tard, et qui ne correspondent pas au domaine des malformations. Qui peuvent aussi être, pour un certain nombre d'entre elles, des maladies génétiques ou des maladies pour lesquelles il y a une susceptibilité à les développer. Encore une fois, qui ne sont pas notamment des maladies héréditaires, mais des maladies pour lesquelles on a des gènes de prédisposition. Et peut-être que d'un point de vue développemental, je peux rebondir sur le fait que pour détecter une cardiopathie congénitale, par exemple, l'information principale, c'est est-ce que le cœur fonctionne? Est-ce que ce système de double pompe fonctionne bien? Et est-ce que finalement, ces deux éléments clés qu'on détecte à la naissance, par exemple, tu le disais tout à l'heure, soit un enfant bleu, et je ne me souviens plus de le souffle, excuse-moi. Si ces éléments-là ne sont pas détectés, finalement, on ne va pas imaginer qu'il y a une cardiopathie congénitale et ces gens-là vont pouvoir vivre leur vie de manière normale. Et c'est que plus tardivement, parce qu'effectivement, il y a une fatigue qui est liée à cette malformation, qu'on va pouvoir détecter cette pathologie développementale. Mais finalement, si au début, le cœur fonctionne bien, on n'a pas de raison de faire un diagnostic, de poser un diagnostic cardiaque. Alors, on a une personne qui souhaite poser ses questions en direct à l'oral. Alors, Monsieur Déton, j'ai permis à votre micro de s'activer. Donc, vous pouvez oui. votre micro. Merci de me donner la parole. Vous m'entendez? On espère que ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Merci tout d'abord effectivement d'avoir organisé ces conférences. Je suis Yoël Déton, je suis donc membre du bureau national de l'association Noonan France, donc qui, comme vous le savez sans doute, a dans ce syndrome effectivement des cardiopathies congénitales, de cardiomyopathie hypertrophique, sténose de valve pulmonaire et d'autres malformations. J'avais en fait 3 questions, je vais essayer d'être rapide. La première, vous avez parlé des essais cliniques. Il y a actuellement, par exemple au Canada, un essai sur l'inhibiteur du MEK, la tramétibine. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux recherches qui sont en dehors de la France? Est-ce qu'il y a des essais qui sont menés au niveau international et quel délai on peut imaginer si un traitement est trouvé à l'étranger pour qu'il soit éventuellement mis en route en France? Donc j'imagine qu'il y a un délai, il y a des démarches. Ça, c'était la première question. Peut-être question par question répondre ou comment vous souhaitez faire? Alors, pour les essais thérapeutiques, effectivement, les essais sont souvent initiés par des industriels, on va dire, ou par des consortiums entre industriels et des laboratoires, en particulier pour les essais de thérapie génique. En fonction du temps de l'essai, celui-ci est local ou généralisé sur la planète. Donc, si c'est un essai
de faisabilité, c'est-à-dire quelque chose qui va tester sur quelques patients, par exemple, l'innocuité de l'administration d'un nouveau traitement. Il est souvent très limité dans l'espace. Et dès que les données de sécurité de cette première phase ont été obtenues, il peut être généralisé et devenir international. Donc, c'est là où se situent les délais qui sont assez longs. Et ensuite, à partir du moment où les informations sur cet essai généralisé dans d'autres centres que l'essai d'innocuité, que les données ont été obtenues, et une fois l'essai terminé, il faut après une autorisation d'utilisation du traitement qui est réglementaire et qui peut prendre encore pas mal de temps. Donc aujourd'hui, on estime qu'entre le début, si on parle pour un médicament, c'est pour un gène, c'est peut-être encore, en tout cas pour moi, un peu plus incertain, mais pour un médicament, entre la phase d'innocuité et la commercialisation, il peut se passer une dizaine d'années. Merci de votre réponse sur cette question. La deuxième était une question qui concerne le maillage des spécialistes sur le territoire. On est alerté par beaucoup de familles qui n'ont pas accès de la même manière et sur la même temporalité à des spécialistes parce que n'étant pas dans des grandes villes. Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est peut-être déjà ce que vous faites, de la téléconsultation, de la visio, d'autres formes de prise en charge avec des spécialistes sur des CHU quand on habite dans un petit village? Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Alors, je vais répondre. Je ne suis pas sûr si je vais répondre correctement à votre question. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas pour le réseau que je coordonne qui s'appelle M3C, c'est-à-dire celui des malformations cardiaques congénitales, il y a 23 centres en France avec des spécialistes dans toutes les grandes villes. Ce qui fait qu'en termes de maillage territorial, il y a une véritable densité. En tout cas qui est importante. Après, pour effectivement avoir accès à un spécialiste d'une maladie particulière, cela peut être un petit peu plus difficile, mais théoriquement, le plan maladie rare est fait justement pour que les patients circulent au sein du réseau. La France, c'est un tout petit pays géographiquement. Donc, en dehors, on va dire, du contexte d'urgence, la possibilité de se déplacer reste la même pour tout le monde. Donc, les avis peuvent être donnés dans les 23 centres pour les malformations cardiaques, où il y a des spécialistes de bon niveau pour chacun des problèmes de cardiologie. Et ensuite, le fonctionnement en réseau doit permettre d'avoir éventuellement un avis délocalisé. Et c'est ce qui fonctionne dans la plupart des cas très, très bien. Bien sûr, la sollicitation de ces avis est le fait à la fois de la famille qui consulte, et du patient et du médecin qui les avis. Après, la téléconsultation, effectivement, je pense que depuis l'année dernière, il y a eu quand même forcément de plus en plus de téléconsultations qui se sont mises en place. Toutefois, ça ne permet pas La téléconsultation en cardiologie, il faut examiner le patient et avoir des examens qui sont des examens dynamiques. Et donc, c'est bien sûr toujours possible. Mais à ce moment-là, ce sera un avis sur document. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir un niveau de confiance élevé dans les documents qui sont proposés, ce qui, par exemple, pour le fonctionnement de mon unité, est quelque chose que nous ne faisons que peu. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, merci effectivement pour cette réponse. Je pense qu'effectivement, vous l'avez rappelé, un maillage territorial important. Je me faisais l'écho de certains parents, effectivement, qui avaient cette impression, mais je pense qu'encore une fois, on a cette chance en France d'avoir, comme vous l'avez dit, un réseau relativement coordonné, adapté, spécialisé. Donc, c'est effectivement une bonne chose. Et ce qui m'amène à ma troisième question, qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt un constat. Et ce que je remarque, c'est qu'avec l'avancée des thérapeutiques et des prises en charge, les enfants atteints de cardiopathie congénitale deviennent des adultes, avec leurs spécificités également, chose qu'on ne voyait pas il y a encore quelques dizaines ou vingtaines d'années, mais peut-être
peut-être avez-vous un regard plus précis sur ces données d'enfants qui deviennent adultes et qui vivent aussi avec une cardiopathie congénitale, parfois traitée chirurgicalement, médicalement? Alors, c'est bien évidemment un sujet majeur, hein. Si on parle de nombre, dans les pays développés, il y a plus de patients de plus de 18 ans avec une malformation cardiaque congénitale opérée ou pas que d'enfants. Tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui ont entre 18 et 75 ans que de gens qui ont entre 0 et 18 ans. Donc ça, c'est un vrai succès. Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux problématiques et j'espère qu'on s'y est attelé de façon suffisante en France, mais il faut renforcer cela. C'est amener les enfants à devenir des adultes bien portants et épanouis. Et donc, c'est ce qu'on appelle le processus de transition. C'est-à-dire, la transition, c'est tout simplement passer de l'enfance à l'âge adulte, donc on peut appeler ça à la période de l'adolescence, ou de devenir adulte en tout cas, mais c'est aussi devenir adulte et autonome et conscient de la nécessité d'une prise en charge particulière pour sa cardiopathie, bien la connaître, avoir une éducation de très grande qualité sur le suivi dont on a besoin et sur le comportement qu'on doit avoir dans la vie en général, s'il y a des restrictions, s'il n'y en a pas, comment se comporter face à la grossesse ou à certaines conduites à risque, sur le plan professionnel, le plan des assurances. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à poursuivre, je devrais dire, parce qu'il a déjà été fait, pour effectivement que les patients qui vieillissent avec des malformations cardiaques vieillissent le mieux possible. C'est un sujet très prégnant dans tous les pays développés dans le monde. Ouais, je rajouterais qu'on vient de sortir un film chez Petit Cœur de Beurre qui s'appelle Le suivi tout au long de la vie, avec des témoignages à la fin de patients qui expliquent leur transition du suivi pédiatrique au suivi adulte. Et donc, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube de Petit Cœur de Beurre. Vous retrouverez cette vidéo qui peut vous parler à tous. Merci à vous. Merci à vous pour toutes ces réponses. J'en aurai encore beaucoup, mais je vais laisser la place aux autres personnes s'ils souhaitent effectivement poser des questions. Et merci pour ces webinaires. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On regarde sur les questions. Oui. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Du coup, il reste deux questions. Est-ce qu'il y a des espoirs de traitement mais pour ces maladies cardiaques congénitales, même si vous y avez déjà un peu répondu? Et du coup, quelles sont les dernières grandes avancées du coup, de votre laboratoire, Audrey, peut-être D'un point de vue fondamental, on comprend un peu mieux déjà ce mécanisme normal qui a lieu lors de la formation du cœur, qui est donc ce que j'expliquais tout à l'heure, la courbure qui permet de positionner les chambres cardiaques. Et dernièrement, au laboratoire, on a pu montrer qu'il y avait un gène qui était très important, qui permet de latéraliser le corps, de donner les informations de droite et de gauche, qui est très important pour cette étape de courbure et qui va permettre de positionner correctement les chambres cardiaques et faire qu'à la fin, le cœur est mature et fonctionne correctement. On a découvert ce gène qui peut être parfois retrouvé dans des pathologies humaines, mais on sait maintenant comment il agit lors de cette étape très précise de courbure et ça donne des pistes pour comprendre justement ce mécanisme de courbure normal et pathologique et faire le lien avec les cardiopathies qu'on peut observer chez l'enfant. Un exemple. L'espoir de traitement, en fait, l'espoir, il est déjà ancien, puisque la première chirurgie d'une malformation cardiaque, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, l'exercice de la cardiologie congénitale, c'est un exercice joyeux. C'est-à-dire que la très grande majorité des patients qui naissent avec une malformation cardiaque congénitale va avoir une vie normale. Bien sûr, pour beaucoup d'entre eux, pour les malformations qui vont créer des symptômes sérieux, ils vont devoir passer par l'étape d'un traitement, souvent chirurgical, ou comme je le disais, par un cathétérisme, c'est-à-dire où on va, par les veines ou les artères, aller boucher un trou ou ouvrir un vaisseau.
Donc, la grande majorité des patients va aller très bien. À côté de ça, il y a des malformations d'une grande complexité qui peuvent ne pas être réparables pour avoir un cœur comme un cœur normal ou un cœur comme le vôtre ou le mien, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas de malformation. Et donc, c'est là où il y a, pour l'instant, encore beaucoup de progrès à faire pour aller soit vers une prévention de ces malformations les plus graves, soit vers des techniques de réparation qui soient optimisées, soit vers, pour l'instant on n'en est encore que là, mais on fera des progrès, j'en suis certain, vers le dépistage et le traitement justement des complications de ces malformations qui n'ont pas pu être réparées chez les enfants. Et donc, on a fait de très grands progrès, puisque pour un certain nombre de malformations parmi les plus complexes, on voit aujourd'hui les premiers êtres humains de l'histoire de l'humanité vivre jusqu'à l'âge adulte, puisqu'on a commencé pour certaines d'entre elles à les réparer, même si ce n'est que partiellement, qu'au tout début du siècle que nous vivons. Donc, les progrès sont constants, ils sont souvent, ils s'étalent sur une longue durée, mais en tout cas, ils sont réels dans la prise en charge des malformations les plus compliquées. Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question au vu de l'heure. Est-ce qu'après une opération du cœur type CIA sinus venosus, l'enfant est considéré comme réparé et peut mener une vie normale? Oui. La réponse est oui, mais je reviens sur un petit mot qu'a dit Gaëlle, qui est très important, c'est-à-dire que quand on a été opéré à cœur ouvert d'une malformation cardiaque, la plupart des consultations se terminent en disant « tout va bien, on se revoit l'année prochaine ou dans 2 ans », mais il faut se revoir. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il faut continuer à être suivi de temps en temps. Le plus souvent, ce n'est pas parce qu'on craint que quelque chose ne se débricole dans la réparation, tout simplement parce qu'on a été opéré du cœur et que pour réparer l'intérieur du cœur, il faut y entrer et donc on crée des cicatrices qui vont vieillir. Et c'est ça donc il faut surveiller qu'elles ne s'expriment pas, par exemple, sous la forme d'anomalie du rythme du cœur, qui est le problème le plus fréquent, puisqu'il touche environ 40 à 50% des patients que nous évoquions, qui sont les patients devenus adultes. Donc, ma recommandation, c'est continuer de vous faire suivre, par un cardiologue spécialisé dans les malformations cardiaques congénitales et portez-vous bien. Et aller sur le site du réseau M3C pour voir où se trouvent les centres de référence, les 23 centres de compétences du réseau. D'accord, merci beaucoup. On a beaucoup de messages pour vous remercier pour cette conférence. On va clôturer là. Pour les gens qui souhaitent ensuite poursuivre ce week-end avec nous, la prochaine conférence aura lieu à 15h et elle sera sur le thème des épilepsies rares. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Merci.